pourquoi est-ce qu'on se focaliserait sur peut-être certains entraînements ou certains exercices ou Mmh. certains peut-être temps de l'année ou blocs d'entraînement par rapport à notre compétition? Pourquoi est-ce qu'on voudrait favoriser le travail excentrique? Il peut y avoir plusieurs raisons. Je vais en énoncer plusieurs et je vais dire si elles sont valides parce qu'en fait, elles ont traversé les âges et on va voir si elles sont valides ou pas. Heu, la plupart du temps, on mettait en avant que l'excentrique était absolument essentiel pour faire du muscle. Parce Mhm. que comme il produit plus de force, plus de tension mécanique et plus de tension mécanique, plus d'hypertrophie. La méta-analyse la plus solide et la plus rigoureuse que l'on ait à l'heure actuelle, c'est celle de Brachonfeld en 2017 dans le Strength and Conditioning Journal, Journal of Strength and Conditioning Research, pardon. Mhm. Et il dit que non. Globalement, quand on ajuste statistiquement certaines choses, parce que ça nous semble plus juste vis-à-vis des tailles d'effet, bon, on en a parlé avec Quentin des tailles d'effet là, dans son podcast, donc c'est la Mhm. magnitude de l'effet. Euh, non, il n'y a pas l'air d'avoir de différence majeure entre l'excentrique et le concentrique. Donc, la notion d'hypertrophie avec l'excentrique, on a quelques études assez bien faites qui disent que non, ça n'a pas l'air d'être l'hypertrophie. Donc, on oublie l'hypertrophie. Est-ce que Mhm. c'est la force? Oui, mais pas nécessairement plus que le concentrique seul sur la force concentrique. Si demain j'évalue la force concentrique de mon individu, l'entraîner en excentrique ou l'entraîner en concentrique, la méta-analyse de Roig en 2009 dans le BJSM, dans le British Journal of Sports Medicine, qui est probablement un des plus gros journaux à l'heure actuelle sur les sciences du sport, il dit non non plus. Tiens. Donc, je suis désolé de casser les rêves avec ça, mais l'excentrique, c'est bien, mais à mon avis, l'excentrique, c'est bien pour d'autres raisons. Il y a l'équipe de Tim Ince et de Matthew Bourne qui ont tendance à montrer que la force maximale excentrique des ischio-jambiers, notamment du biceps long, du chef long, du biceps fémoral, pardon, est liée ou fortement lié ou réduit les risques de blessures au niveau des ischio-jambiers. Et donc, c'est la force maximale excentrique qui semble avoir le plus gros impact sur ce point. Il y a une raison particulière à ça, entre guillemets, au moins une raison, c'est la longueur de fascicule, c'est-à-dire la longueur de fibres musculaires, entre guillemets, dont vous disposez grâce au travail excentrique. La plupart du temps, le travail excentrique augmente davantage la longueur de fascicule comparée au concentrique. Et il Mhm. a tendance à diminuer l'angle de pénation de votre muscle. Donc, c'est-à-dire le rapport entre l'oblique ou la ligne que forme votre fascicule par rapport à l'aponévrose profonde du muscle. Donc, quand on calcule ça, on a une tendance à retrouver des liens quasiment systématiques avec la réduction des risques de blessure et avec une augmentation du mode de la vitesse de raccourcissement du muscle. Ça s'explique assez bien par le fait qu'en fait, on ajoute des sarcomères en série plutôt qu'en parallèle. En fait, Mhm. en parallèle, on a tendance à augmenter la transmission de force latérale dans le muscle, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais pour augmenter la vitesse de contraction d'un muscle et la production de force maximale sur une plus grande longueur musculaire, il est préférable d'augmenter son nombre de sarcomères en série. Et donc l'excentrique apparemment permet de faire ça. En tout cas, c'est les résultats que l'on trouve généralement dans la littérature. Quel était le mode d'entraînement excentrique? Est-ce que c'était du lent lourd? Est-ce que c'était... Parce qu'il y a Ouais. beaucoup... Ouais. On revient au principe de spécificité, c'est un mot en français? Oui, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. On revient Mmh. à ce principe-là. Et comme tu disais avant, s'entraîner en excentrique, c'est bien pour l'excentrique. Et le Ouais. concentrique, c'est bien pour le concentrique. Donc, encore une fois, on a cet effet il faut être spécifique à ce qu'on veut travailler. Donc, ma question étant, par exemple, est-ce que des Romanian deadlifts ou des Nordic curls, ce genre d'exercice, va avoir un transfert certain sur une discipline comme le sprint, par exemple, qui, Ouais. qui a quand même si on prend les critères de correspondance dynamique de Verkhoshansky, c'est même pas la même planète en termes de la nature du mouvement en lui-même. On parle de Ouais. vitesse angulaire, on parle, si c'est le bon mot, on Oui, parle oui, c'est de ça. temps de contact au sol, Mmh. on parle d'amplitude si je ne me trompe pas, l'amplitude de mouvement dans laquelle la force est produite. Toutes ces choses-là sont euh, différentes, très différentes entre ces trois exercices que Ouais. j'ai cités, surtout entre les deux premiers et ensuite le troisième. Donc, qu'est-ce que tu en fais de ça? Hem, une grande partie de la littérature scientifique pour le moment, c'est plutôt sur de l'excentrique lent, relativement lourd, généralement Mhm. des excentriques maximaux, Mhm. voire parfois supramaximaux. C'est pas toujours ce qu'on met en place. En fait, en réalité, en tant que préparateur physique, on est très souvent un petit peu frileux de le mettre en place parce que ça, malheureusement, ça
crée beaucoup de micro-lésions et par conséquent, ou du moins en partie en conséquent, des courbatures chez l'individu que tu entraînes. Donc, ça peut empêcher en partie ton entraînement, ou du moins sur toute une période assez conséquente si on n'est pas trop habitué à faire de l'excentrique. Donc, ce qu'ont proposé certains chercheurs, notamment l'équipe grecque de Gregory Bogdanis, c'est de voir s'il y avait les mêmes adaptations entre de l'excentrique rapide et de l'excentrique lent sur des charges qui sont relativement proches du maximal, c'est-à-dire entre 85 et 110% de l'ARM, tu vois, sur des plages comme ça, ce qui sont déjà des plages un petit peu plus réalistes qu'on peut mettre en place, toi et moi, sur le terrain. Donc, eux, et ils ont l'air de reproduire les résultats, ça semble donner sensiblement les mêmes résultats que l'excentrique lourd et lent. C'est quand même un bon point. Ça veut dire que non seulement, comme tu l'as très bien souligné, on peut se rapprocher de la notion de spécificité, c'est-à-dire se rapprocher des vitesses angulaires qui sont communes au sport, notamment sprint, effectivement, tu fais bien d'y faire référence. Mais en plus de ça, on n'est pas obligé de charger comme des gros mulets avec malheureusement des mises en place qui sont très difficiles pour de l'excentrique max ou supramaximal. Si tu t'occupes de rugby, il me semble que tu t'occupes du rugby d'ailleurs, tu dois te retrouver avec des mecs qui soulèvent lourd, genre vraiment lourd. Et soit parce qu'ils sont très costauds, soit parce qu'on les a entraînés pendant un petit moment à faire de la force max. Pour mettre de l'excentrique supramaximal, non seulement le mec va pas être très rassuré d'avoir ces charges-là sur le dos, mais en plus de ça, tu peux pas te permettre d'être 50 derrière le mec pour lui soulever la barre et faire de l'excentrique pur. Donc ça me semble assez compromis. Donc avoir l'opportunité de faire de l'excentrique rapide qui semble sensiblement donner les mêmes résultats que l'excentrique lourd et long, ça me semble être quand même un très bon point en préparation physique. Comment est-ce que tu mettras ça en place de manière pratique? Quels exercices tu utiliserais pour travailler donc l'excentrique de manière rapide? Là, tu l'as cité tout à l'heure, il me semble que le Nordic hamstring est quand même un exercice plutôt bénéfique sur ce point. Pour certains individus, c'est déjà du supramaximal, pour d'autres, c'est du maximal, et pour d'autres qui se sont entraînés sur ce mouvement, dont je fais partie, c'est du sous-max. Tu vois. Donc, on a toute cette gamme, mais la réalité, c'est que l'avantage du Nordic, c'est que je peux accrocher un élastique au-dessus d'une barre de traction, par exemple, et alléger mon pourcentage de poids de corps pour que cela devienne du sous-maximal et plus du supramaximal. Et en plus de ça, dans la littérature, il y a une grosse revue de littérature de Van Dyck en 2019 qui impliquait 8400 athlètes de haut niveau. Tu vas vraiment entraîner. Et il y a quand même une réduction sur les modèles les plus fiables avec ajustement de certaines données, de certains facteurs confondants. Il y a quand même une diminution de 40% des risques de blessures au niveau de l'ischio-jambier avec le Nordic hamstring. Donc, à mon avis, exercice à ne surtout pas négliger, mis dans un contexte plus global d'entraînement, bien entendu. Seul, il ne suffit pas, mais il n'empêche que mis dans un contexte de prévention, entre guillemets, des blessures, au niveau de l'ischio-jambier, il semble quand même très très bien fonctionner. Moi, j'ai tendance à faire de l'unilatéral classique. Tu montes à deux bras, tu retiens un bras, c'est con, mais ça fonctionne super bien pour faire de l'excentrique. Je m'amuse à faire l'excentrique rapide sur le Romanian deadlift. Je soulève de manière tout à fait conventionnelle sur du deadlift classique et je ne fais que le Romanian sur la phase excentrique. Donc, c'est comme si je me laissais tomber en avant et au dernier moment, je freine ma barre. Ça, par contre, les premières fois que je l'ai fait, je m'étais léger, j'en ai pleuré pendant assez longtemps, mais une fois que tu y es habitué, tout va bien. Ouais, c'est ça. Autant il y a des bénéfices qui sont, d'après ce qui a pu être démontré jusqu'ici, qui sont significatifs, mais on a aussi le fait qu'on va créer plus de douleur et de courbature qui doit être quand même souligné parce que tu disais le nordique est à pas. Faut pas négliger, faut pas le négliger, mais tu vois, en même temps, si c'est mal planifié, si tu t'envoies quelqu'un faire des nordiques avec des paramètres, on va dire, qui leur correspondent à 2 semaines de la compétition. Ouais, ou alors tout bêtement, ça peut même être à 48 heures d'une séance de sprint. Si le mec, c'est la première fois qu'il fait des nordiques, même s'il est fait avec un élastique, s'il a encore des grosses courbatures et puis qu'il va après essayer de sprinter derrière, c'est là on peut avoir de la casse aussi de manière tout à fait. assez Alors, rapide. J'ai un conseil là-dessus. Accepter d'avoir ce genre de désagrément, d'effet délétère, tout simplement parce qu'il y a une étude qui est tombée il n'y a pas très longtemps là, qui montrait que sur le travail excentrique classique maximal,
il y a une adaptation qui se fait à la fois au niveau des douleurs subjectives, mais aussi à travers des paramètres objectifs de mesure de force maximale, par exemple, sur certains muscles. Et au bout de 7 semaines environ, il n'y a quasiment plus rien. Il n'y a quasiment plus de différence avec un travail concentrique classique. Mhm. Donc, effectivement, pendant 7 semaines, il est probable que le travail excentrique régulier, 2 à 3 fois par semaine, soit un peu pénible pour tes sportifs. Mhm. Mais au bout de 7 semaines, tu te retrouves sans différence, en tout cas selon cette étude. Pour le moment, il n'y en a qu'une seule, donc attention avec les conclusions d'une seule étude. Mais celle-ci semble positive et semble quand même appuyer ce qu'on savait déjà sur l'excentrique, à savoir qu'il y a un effet protecteur qui se met en place au bout quasiment dès la deuxième séance. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de courbature, mais ça veut dire que tu en as déjà un petit peu moins que ce qui a été causé par ta première séance. Donc moi, j'aurais tendance à dire accepte. Accepte de faire mal. Loin, bien sûr, des échéances compétitives ou alors de séances d'entraînement ou de prépa physique très importantes. Mhm. Mais quand tu peux te le permettre, sur toute une période d'environ 10 semaines, accepte de faire un peu mal à tes sportifs pour que, à la suite, tu puisses planifier ce genre de choses sans trop t'inquiéter des effets délétères de l'excentrique. S'il y avait des choses que tu aimerais voir dans la recherche à venir sur le travail excentrique, vu que tu as beaucoup étudié la question, qu'est-ce que tu aimerais voir? Qu'est-ce qui est encore à creuser? Qu'est-ce qui devrait être creusé? Qu'est-ce qui n'a pas encore été, euh, on va dire, ouais, creusé? Sur les adaptations, euh, j'aimerais voir de la part des chercheurs déjà des protocoles mieux faits. Il faut arrêter avec. Enfin, c'est pas qu'il faut arrêter, il y a certaines situations où on est obligé, mais il n'empêche que je préférais voir dorénavant des études croisées randomisées plutôt que des études parallèles randomisées. Donc, c'est-à-dire qu'on fait des protocoles différents chez les mêmes individus et pas sur deux groupes différenciés. Déjà, on diminue la variabilité génétique. Et le problème, c'est que dans certaines notions subjectives, cette variabilité génétique, elle compte pour beaucoup, Mhm. notamment sur les DOMS. Donc la sensibilité à la douleur, malheureusement, d'un individu à un autre, elle est tellement différente que elle veut plus rien dire si on compare des groupes parallèles. Ou en tout Ouais. cas, elle veut dire nettement moins de choses que si c'est sur le même individu. Donc ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, j'aimerais, en tout cas dans le cadre de l'hypertrophie, j'aimerais que les chercheurs fassent plus d'efforts sur quantifier le volume d'entraînement ou le travail fait par l'individu. Souvent, on a des protocoles qui ne sont pas du tout identiques en termes de charge de travail, entre guillemets, de volume d'entraînement, tout simplement parce que l'excentrique permet de soulever plus lourd. D'accord. Je veux dire, si moi j'ai été capable de le faire en Master 1, ça, un chercheur est censé pouvoir y arriver sans trop de difficultés. Donc j'aimerais voir ce genre de protocole un petit peu plus souvent, faire en sorte que lorsqu'on compare excentrique et concentrique, pour vraiment déterminer si c'est les effets de l'excentrique ou si c'est les effets de quelque chose de plus global ou de juste du concentrique, il faut que le travail soit identique. Si ton travail n'est pas identique, c'est difficilement comparable et tu ne sais pas si ce paramètre confondant est un paramètre confondant majeur ou ou s'il compte pas beaucoup dans l'équation. Mais en normalisant les choses, tu vas pouvoir te rendre compte si c'est vraiment un effet propre du mode de contraction. Quand tu parles de normaliser les choses, à quel niveau ça se fait? Est-ce que c'est au niveau des répétitions par série? Est-ce qu'on peut par exemple Hmm. rajouter des séries en concentrique pour arriver au même total, au même Ouais. volume d'entraînement que l'excentrique? Comment ça se fait en général? Ben, en supposant que tu fasses un entraînement croisé randomisé sur un design d'études en croisé randomisé et que pour cet individu-là, je l'ai fait commencer par l'excentrique, d'accord. J'ai quantifié son travail musculaire. Alors, je peux le quantifier de multiples façons. Si tu veux le quantifier en volume, juste en tonnage, ça me va aussi. Mhm. Mais je trouve ça un peu moins précis que le travail musculaire, qui est le produit du moment de force de l'individu autour de l'articulation multiplié par la distance parcourue. Et Mhm. donc, quand tu travailles, quand tu quantifies le travail mécanique, élémentaire, musculaire de l'individu en excentrique, tu fais en sorte que sur la seconde période d'entraînement, qui sera celui du concentrique, après une période de washout, donc de déshabitude, entre guillemets, des effets qu'il y a eu par l'excentrique, tu fasses le même volume. Mhm. Tu as fixé un travail total au cours des X semaines ou par séance, ben, tu fais en sorte d'avoir un nombre de répétitions plus important à la charge donnée en concentrique pour arriver à ce même volume. Donc Ok. ça peut être une solution.